Ok, on est 12. Je te propose de commencer. Oui, Eh ben, c'est c'est parti. donc bienvenue à tous et merci d'être présents avec nous pour ce super webinaire. Merci David aussi tout de suite pour ta présence avec moi. On peut commencer juste par se présenter rapidement. Chloé Gignet, je suis du coup, je fais partie de l'équipe d'organisation du Startup Weekend depuis 2016, enfin fin 2015, début de l'organisation du Startup Weekend Mulhouse 2016. J'avais participé en 2015 et David notamment, qui faisait partie de l'organisation avant, m'a proposé de rejoindre l'équipe d'orga. Et aujourd'hui, David, je sais pas si tu veux peut-être te présenter toi-même comme un grand. Ouais, donc je m'appelle David. J'ai la chance d'avoir fait partie de la petite équipe qui a créé Startup Weekend à Mulhouse. J'ai participé moi-même à plusieurs d'entre eux, sachant que on vous le redira peut-être tout à l'heure, mais c'est une des conditions sine qua non pour pouvoir organiser un Startup Weekend, c'est d'avoir participé au moins à un. En tout cas, pour pouvoir porter l'organisation. Et donc en sortie, moi je m'étais engagé à en organiser trois. Et en sortie de ce cycle de trois startup week-end, il n'y avait pas grand monde à qui j'imaginais passer le flambeau, si ce n'est toi, Chloé. Et je suis très content de voir que ça a bien évolué et ça a bien bougé. Et à l'heure actuelle, après avoir porté Startup Weekend 3 éditions, après avoir monté une boîte grâce à Startup Weekend, je vous en reparlerai tout à l'heure, je pense. Aujourd'hui, je suis chargé d'affaires pour Semia, qui est l'incubateur régional. On est une structure associative, mais je vous en parlerai peut-être aussi tout à l'heure. Oui, et de mon côté, parce que l'organisation de Startup Weekend, c'est en partie sur mon travail, mais aussi du bénévolat. Et du coup, mon travail, c'est au Tuba à Mulhouse, donc on est aussi à une association, et nous, on fait principalement de l'accompagnement de projets avec des méthodes centrées usagers, donc on pourra en reparler en détail aussi, mais il faut savoir que je suis principalement là aujourd'hui, notamment parce que j'ai participé au Startup Weekend et que j'ai rencontré David, donc voilà, d'où ma présence aujourd'hui. Pour démarrer très vite, on vous propose un format d'1 heure avec une demi-heure de bavardage de notre part d'abord et ensuite une demi-heure ou plus ouverte à des questions-réponses. En tout cas, on s'engage à tenir une demi-heure maximum de notre côté. On a préparé des sujets et comme on vous expliquera que Startup Weekend, on aime bien timer les gens, et ben on a décidé de se timer nous-mêmes. Donc j'annonce rapidement peut-être les trois parties et ensuite on se lancera pour timer. Donc on aura c'est quoi Startup Weekend en 7 minutes, 3 conseils pour devenir entrepreneur en général en 7 minutes et Startup Weekend ça vous a apporté quoi en 16 minutes avec des exemples concrets de situations par lesquelles nous sommes passés. Et après un temps d'échange, on aimerait surtout pouvoir discuter avec vous. Donc, si à l'issue de ça, vous avez encore des questions, on se gardera une bonne demi-heure en fonction du temps nécessaire pour pouvoir prendre vos questions. Si jamais vous avez déjà des questions qui apparaissent pendant notre échange, ce que je vous invite à faire, c'est venir les noter dans le chat. Ça nous permettra peut-être de nourrir un peu l'échange ou de les reprendre par la suite pendant le temps de questions-réponses. C'est parti? Oui, et juste préciser aussi que pour ceux qui se sont inscrits et qui ont répondu à la question de votre attente pour le webinaire, on les a bien relus. Normalement, on devrait répondre à un maximum de sujets, mais si vous estimez qu'on n'y a pas assez bien répondu, n'hésitez pas à la fin de notre demi-heure de poser tout de suite les questions que vous avez et de demander de préciser ce qu'on n'aura pas assez développé. Voilà, je crois que David, nous sommes prêts. J'ai envie de démarrer le timer là, dépêche-toi. Ok, c'est parti. Alors, c'est quoi Startup Weekend? Déjà, Startup Weekend, c'est pour qui? Startup Weekend, c'est pour tout le monde. Alors, c'est évidemment déjà pour des personnes qui ont des projets, notamment des personnes qui ont des projets en stade vraiment d'émergence. Au Startup Weekend, on aime bien notamment qu'il y ait des projets qui n'ont pas été réfléchis à l'avance et qui arrivent le soir même du vendredi soir. Il y a une petite phase de brainstorming. On aime bien qu'il y ait des projets vraiment tout neufs qui sortent. Le but, c'est d'accompagner des projets le plus tôt possible. Et voilà, donc c'est plutôt des projets vraiment dans un. Enfin, on peut y avoir déjà pas mal réfléchi, mais il ne faut pas que le projet soit
trop précis, trop mûr, parce que si vous avez déjà votre projet finalisé, mais que ce que vous cherchez, c'est un incubateur, des financements, des choses comme ça, là, Startup Weekend, ce sera pas en tant que porteur de projet, en tout cas, ce qui sera le plus intéressant pour vous. Donc, Startup Weekend, d'un côté, c'est pour des personnes qui ont des projets et qui veulent faire avancer leur projet, mais c'est aussi, et je dirais surtout, peut-être pour des personnes qui veulent découvrir l'entrepreneuriat, qui veulent découvrir peut-être une autre manière de faire avancer des projets, donc notamment en allant rapidement voir les usagers, en utilisant ce qu'on appelle le Lean Startup ou des méthodes de ce type-là. Et pour ceux qui veulent faire des rencontres dans le milieu un peu innovation, entrepreneuriat, start-up, qui veulent élargir leur réseau et qui éventuellement, comme moi j'aime bien dire que le Startup Weekend, c'est un oh, je perds déjà mes mots, c'est mal barré. C'est pas grave. David, le truc, on est bloqué dans une salle et on doit sortir en 1 heure. C'est un escape game. Donc un escape game de l'entrepreneuriat en un week-end. Et du coup, moi, j'aime bien refaire des startup week-ends, mais même rien que pour le fun de l'énergie et de tout ce de tout ce qui se passe en 54 heures dans un startup week-end. 2 minutes, ça va. Ensuite, T'as le temps. ensuite, pourquoi ça s'appelle Startup Weekend et pas Entrepreneur Weekend ou quelque chose comme ça? Et donc, qu'est-ce que c'est une startup? Je vais juste te couper. Il y a un profil, je pense, qui pourra peut-être aussi intéresser les gens. Je t'en prie. C'est enfin un contexte dans lequel c'est intéressant de participer à Startup Weekend, c'est pour voir un peu d'autres choses. Ça fait des mois, Chloé, toi et moi, qu'on se dit qu'on pourrait aller participer à un Startup Weekend ensemble parce que à force d'en organiser et d'en voir passer en tant que facilitateur et d'autres choses, on n'en fait plus en tant que participant et au bout d'un moment, on a envie d'y revenir. Donc c'est une vraie drogue. Une fois qu'on a commencé, on a envie d'y retourner tout le temps. Et si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez déjà vécu des aventures, vous avez déjà peut-être un petit peu d'expérience ou vous connaissez des gens qui ont déjà un peu d'expérience, bah, c'est l'occasion de redécouvrir un peu des choses et de les voir un peu de façon un peu différente. Oui, et l'autre profil qu'on a aussi, c'est les personnes qui veulent aider des entrepreneurs. Parce que enfin, c'est un stade où c'est super intéressant déjà d'avoir des coachs, vu qu'au Startup Weekend, on a des coachs, mais aussi des personnes qui viennent passer le week-end avec toi et qui ont un regard extérieur sur ton projet. Et donc, on a des personnes qui viennent pour aider des jeunes entrepreneurs. Et moi, c'est aussi ce qui me plaît quand je vais à nouveau participer à des Startup Weekend, de pouvoir aider et participer à des projets qui ne sont pas les miens et auxquels je vais participer pendant 54 heures et pas forcément beaucoup plus après. Ok, 3 minutes 30. Ouais. David, je te laisse la parole pour la question de qu'est-ce que c'est exactement une startup et pourquoi on parle de Startup Weekend. Pardon. Ouais, donc le morceau le plus complexe, c'est de comprendre pourquoi ça s'appelle Startup Weekend. Est-ce que, en gros, quand on a discuté avec Chloé de ce sujet-là, on s'est dit est-ce que Startup Weekend c'est véritablement que pour les gens qui veulent monter des startups ou pas? La conclusion de ça, et on est tombé assez rapidement d'accord là-dessus, c'est que non, ça intéressera tout le monde, dans le sens où une startup, c'est juste une façon différente de voir la création d'un projet, quel qu'il soit, d'une entreprise, où en fait l'innovation sera au cœur de votre activité future. Et vous allez évoluer dans un contexte d'incertitude, de vrai flou, de brouillard assez constant et assez intense. Et d'ailleurs, la période du Covid-19 nous rappelle un petit peu 2-3 trucs de ce genre-là. On est dans l'incertitude la plus totale et c'est des concepts qui sont assez souvent manipulés en startup. Et donc, en fait, une startup, c'est juste ça. C'est une société à la recherche de quelque chose d'innovant, de nouveau, qui porte une valeur différente, dans un contexte d'incertitude et donc d'innovation. Et si toutes les méthodologies qui sont liées à ça, la culture, les ouvrages, tous les outils qu'on peut trouver autour de ça vous intéressent, que vous vouliez monter une startup ou pas, que vous soyez salarié et que vous ayez envie de découvrir de nouvelles façons de travailler et d'aborder vos projets dans vos métiers et dans vos problématiques actuelles, ben de toute façon, ce sera une bonne manière de diversifier votre bagage d'outils et de savoir-faire. Donc Startup Weekend, oui pour monter une startup, mais oui aussi pour découvrir d'autres choses, d'autres outils, d'autres manières de faire et d'autres approches de la création d'entreprise, mais aussi de la vie professionnelle au sens plus large.
Voilà, je te laisse décrire un peu comment se passe le week-end pour que les gens sachent un petit peu plus ce qu'ils ont raté malheureusement cette année à Mulhouse. Oui, donc le Startup Weekend, ce que j'ai pas forcément précisé, mais c'est que vous pouvez venir sans idée et vous pouvez venir sans connaître personne. C'est d'ailleurs principalement l'idée. C'est que du coup, le vendredi soir, on commence avec une grosse phase, pardon, où on vous explique comment le week-end va se passer, où on fait aussi du brise-glace et des petites animations pour vous mettre vraiment dans une bonne ambiance et vous aider à vous sentir à l'aise avec les personnes qui sont autour de vous, même si vous ne connaissez pas personne. Et du coup, le vendredi soir, des personnes qui sont venues avec des idées de projet pitchent leur projet en 1 minute. Les participants, donc tous ceux qui sont présents, votent. On sélectionne les projets les plus populaires. On forme des équipes en fonction des profils et des envies, surtout des gens. C'est notamment les porteurs de projets qui disent OK ou qui choisissent un peu comment former leur équipe. Et ensuite, il y a une salle qui est dédiée par équipe pour tout le week-end. Et du coup, l'équipe travaille pendant tout le week-end avec les coachs qui sont présents, certains dès le vendredi soir oui, je sais, jusqu'au dimanche. Et on termine par un pitch final devant un jury le dimanche avec quelques lots qui sont distribués. Et on dira plus si vous avez des questions à la fin parce que nous sommes à 7 minutes. Et en fait, tout le truc du timer, c'est ça, c'est que le week-end est très timé. Notamment le pitch final doit tenir dans un temps très défini et très précis. Et bon, on a trouvé ça rigolo de timer le webinaire pour faire un peu référence à ça. Tiens, salut, quelqu'un qu'on connaît. Coucou. Euh, et donc voilà, on fait un peu, on se plie un peu à l'exercice parce que c'est un exercice par lequel vous seriez passé si on avait pu organiser cette édition. Si vous aviez pu organiser cette édition, parce que moi je ne fais plus partie de l'orga, Oui. mais voilà. Donc on va s'y tenir. Là je déborde déjà, on va s'y tenir. Il y a les 7 minutes suivantes. Yep. Les 7 minutes suivantes qui sont dédiées à 3 conseils, si on devait en retenir que 3, pour devenir entrepreneur. C'est parti. Yes. Déjà, le premier, en fait, c'est presque 2 conseils en un. Je crois que ce que j'avais derrière la tête en proposant ça, c'était de dire ce qui est intéressant dans le Startup Weekend, notamment, mais qui je trouve s'applique beaucoup à la vie après, c'est que déjà au Startup Weekend, vous allez avoir beaucoup d'avis sur votre projet, beaucoup de coachs qui vont passer et très probablement des avis de coachs qui vont déjà entre eux diverger, sans compter les avis de toutes les personnes que vous allez pouvoir interroger pendant le week-end. Et ça marche souvent dans plein de situations, c'est que des personnes qui auront des avis sur votre projet et des conseils à vous donner et des choses à faire et fais ci, fais ça et tout ça, il y en aura plein tout le temps et qu'à un moment, il faudra décider. Enfin, il faudra faire le tri et décider ce que vous voulez faire. Et le conseil que je retire principalement, c'est que ce qui peut aider, c'est de se concentrer vraiment sur l'essentiel. En disant, on peut toujours faire plus, et il y a toujours des bonus, il y a toujours des choses à améliorer, du networking à faire, des événements auxquels on pourrait se rendre pour faire connaître notre projet, des choses comme ça. Et à un moment, c'est important de savoir se dire, OK, je vois tout ce que je peux faire, mais quel est l'essentiel? Quel est le plus important, la prochaine étape la plus importante à franchir pour mon projet? Et je me concentre là-dessus. Et si j'ai de l'énergie pour autre chose, je prends en compte les conseils que je pourrais. Mais à un moment, je me limite et j'accepte de ne pas pouvoir tout prendre en compte et de ne pas pouvoir tout faire. Yes. Donc le premier conseil, c'est trier les avis et rencontrer des clients. Oui, parce que ce qui peut vous aider notamment à trier les avis. Alors, moi, je prenais le conseil sur tout ce que vous pouvez faire pour aider à faire avancer votre projet. Et il y a aussi tous les conseils sur toutes les personnes qui vont vous dire oui, mais tu pourrais ajouter ça dans ton projet ou tu pourrais prendre en compte telle spécificité, tu pourrais ajouter telle option, telle caractéristique, des choses comme ça. Et notamment sur ce type d'avis, l'avis qui peut vous permettre de trancher, c'est juste l'avis de vos clients. En fait, si vos clients ils sont contents et si vos clients payent pour telle caractéristique ou telle offre, ben juste restez là-dessus et suivez ce que vos clients aiment et ce pourquoi ils vous suivent. En fait, on voulait regrouper ce conseil-là en un seul, parce qu'au départ, c'était deux lignes différentes dans notre préparation, mais on s'est dit que en fait, ça pouvait tenir en un seul conseil, parce que bien souvent, vous allez recevoir, et les professionnels de ça, c'est la famille, les proches,
Quand on a un projet nouveau, ambitieux, on y met plein d'importance émotionnelle, mentale, physique, tout ce qu'on veut, même financière. Bah les proches, c'est les premiers qu'on va aller voir, et en fait c'est ceux qui, alors soit vous faites d'une partie d'une famille comme la mienne où en fait on est plutôt des gens pessimistes et donc c'est les gens qui vont vous dire ouais mais attends, t'es sûr que ça marchera, il va y avoir ça, il va y avoir ça, et donc du coup bah est-ce que ces avis-là sont pertinents? En fait en réalité 9 fois sur 10 voire même 10 fois sur 10 non, et la réalité du terrain c'est toujours celle qui prévaut, donc la réalité du terrain c'est l'avis de vos clients plutôt que l'avis de vos proches, de vos amis, et à moins que votre cible ce soit vos proches quoi, mais c'est extrêmement rare. Mais si votre cible c'est les boulangers, allez voir les boulangers quoi, et ne comptez sur les conseils de personne d'autre. C'est vraiment, je pense, le conseil principal un des conseils vraiment principaux d'un startup weekend. Et le deuxième qui en plus est assez aligné avec ça, c'est pour aller voir vos clients et pour prendre en compte l'avis de vos clients, n'attendez pas. N'attendez même pas forcément d'avoir un produit ou d'avoir quelque chose de structuré ou déjà même une idée de votre projet final. Allez voir vos clients, vos futurs clients éventuellement, le plus vite possible, ne serait-ce que dès le début pour comprendre quelle est leur situation, est-ce que la problématique à laquelle vous avez pensé, est-ce qu'ils la rencontrent, comment est-ce qu'ils gèrent ça aujourd'hui, et c'est en tout cas ce qu'on conseille de faire au Startup Weekend, c'est que vous pouvez vous-même élaborer votre idée, la faire mûrir et la faire évoluer en parlant à des clients potentiels de ce qu'ils rencontrent aujourd'hui, de leurs attentes et de ce qui pourrait leur convenir. Ouais, ça c'est hyper important parce qu'on a un bagage culturel en France, et je pense particulièrement dans le nord de la France. On a un bagage culturel qui nous dicte une façon de faire qui est plutôt à l'inverse de ça, qui est plutôt de l'ordre du prépare un plan, un business plan sur 12 ans, calcule tes chiffres à la virgule près, prépare un produit, fais de la R&D pendant 5 ans non-stop, et quand tout ça ce sera prêt, tu sortiras de chez toi et tu iras voir s'il y a des clients. Et entre-temps, le monde a changé, il y a d'autres gens qui sont arrivés. Bon, bref, de l'eau a coulé sous les ponts, et en fait, vous avez perdu du temps, de l'argent et plein de choses avec. Donc, le deuxième message important, c'est n'attendez pas d'avoir le truc parfait en tête. Même si vous vous dites, ouais, c'est pas grave, je l'aurai dans un mois, bah, en fait, dans un mois, il y aura encore un autre truc qui va arriver qui va vous dire que ce sera pas prêt, vous allez prendre du retard. Ce sera finalement dans 2, dans 3 mois, dans 4 mois, et finalement, vous allez jamais y arriver parce qu'en fait, vous allez rentrer dans un processus de recherche de zone de confort alors que vous devez en sortir. Vous devez sortir de votre zone de confort systématiquement en disant bah c'est pas grave, je suis pas prêt, j'y vais. Tant pis. Ma cible c'est mes boulangers, bah je vais voir un boulanger. J'ai juste un dessin sur un bout de papier, c'est pas grave. J'ai juste une vidéo pour lui montrer un peu mon idée parce que je sais faire de la vidéo. J'ai juste, peu importe, on s'en fout. Vous y allez, vous allez lui poser des questions, 3 questions. Vous prenez son retour, les critiques, même négatives, peu importe, vous prenez toutes les critiques, et ensuite on travaille, et on améliore le truc, et on retourne le voir plus tard, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que je peux donner mon avis par rapport à ça? On reviendra à la fin avec les questions, note-la dans le chat, et on reviendra avec les questions tout à la fin. Même Ouais, si c'est plutôt c'était plutôt un conseil par rapport à ça, mais ok, je garde ça pour plus tard. Oui, même si c'est un conseil, si c'est possible de pas trop nous mettre déjà Mets-le faire le timing. Non mais c'est très bien, mets-le juste dans le chat à la fin. Pour la fin, on le reprendra, et on te laissera la parole. Ok, merci. Donc on a moins de 30 secondes pour le dernier conseil qui est ne restez pas seul, et qui est un peu contradictoire avec le premier qui est vous allez avoir plein d'avis à un moment, fiez-vous à vos clients, et puis ne prenez pas en compte tous les avis parce que vous n'en finirez plus. Moins de 10 secondes, mais si on peut le résumer, c'est faites-vous accompagner, que ce soit par d'autres entrepreneurs, par un écosystème, par un incubateur, par d'autres structures qui accompagnent des entrepreneurs. Ne restez pas seul, parce qu'on sait que c'est une clé de réussite d'être accompagné dans ce processus-là. Ouais, on a cramé le temps, mais c'est pas grave, je vais quand même déborder encore un coup. Tant pis, j'assume, c'est pas grave.
Surtout qu'on est dans un secteur, je sais pas d'où vous êtes tous là dans la salle, mais on est dans un secteur de France et du monde où bah, on est finalement un tout petit coin. Tout le monde se connaît, mais du coup ça veut dire qu'en fait il y a pas grand monde dans la place. Donc en fait il y aura forcément quelqu'un pour vous aider, mais il faut juste le trouver. Il faut juste faire l'effort de sortir encore une fois et d'aller chercher les gens qui seront là pour vous aider. C'est pas forcément évident à comprendre, mais il y a plein de gens autour de vous qui seront là pour vous accompagner, vous prendre par la main, vous donner des conseils, sans forcément décider à votre place ou quoi que ce soit. Mais ça fait parfois du bien de parler de ses problèmes, de ses envies, de ses idées à des gens qui n'ont pas de contraintes là-dessus, quoi. On passe à la dernière partie, Yes. qui, je vous rappelle, était Startup Weekend, ça vous a apporté quoi? Avec des exemples concrets de situations par lesquelles nous sommes passés. Et je te propose qu'on se laisse un tout petit peu moins de temps. Ouais. Bah écoute, on cause, on verra. On avait prévu un quart d'heure. Si jamais on arrive à faire moins, on fait un peu moins. Dans tous les cas, c'est max un quart d'heure. C'est parti. Moi, je veux bien commencer si ça te va. Vas-y. Sur ce que David du coup disait tout à l'heure sur quand vous avez votre produit, c'est même si vous vous dites en fait je le sortirai dans un mois parce que je vais encore finir ça. Moi donc j'ai participé au Startup Weekend en 2015 avec un projet que j'ai monté par la suite et même en ayant participé au Startup Weekend, même en ayant compris la philosophie et l'intérêt des outils, j'ai mis après le Startup Weekend, je sais plus, peut-être 6 mois à monter vraiment le projet. Et donc, quand on l'a vraiment sorti et qu'on est allé vraiment voir le terrain, alors on avait vu le terrain avant parce qu'on avait rencontré des gens, on avait posé des questions, tout ça, mais à un moment, la réponse qu'on attend, c'est est-ce que ça marche et est-ce qu'il y a des gens qui payent pour ce qu'on propose? Et ben, c'est vraiment ce test-là d'engagement réel des usagers, on l'a fait qu'une fois qu'on avait notre site internet, tout notre, j'ai pas le vocabulaire web, mais tout notre système arrière qui fonctionnait avec un prestataire de paiement, enfin des choses qu'on avait mis à un moment à monter. Et on avait une application mobile aussi. Et, euh, et donc on a mis 6 mois avant de démarrer vraiment la phase fonctionnelle du produit. Et du coup, il nous a fallu, moi, il m'a fallu, je sais pas combien de temps, mais quelques mois encore après ça, avant de vraiment accepter l'idée qu'en fait, ça allait pas fonctionner. Pas, en tout cas, pas comme ça. Et que ce serait pas une application mobile, que ça, c'était à peu près sûr. Et que du coup, il fallait reprendre 3 pas en arrière ou quelque chose comme ça et repartir. C'est quoi qui t'a fait prendre conscience de ça? Il y a eu un déclencheur? Oh, je sais plus. Je crois pas. Je crois qu'en fait, je m'en suis rendu compte assez tôt et que c'est juste que je voulais pas l'accepter parce que quand t'as passé un temps infini, quand t'as passé beaucoup de temps à concevoir tout ça enfin, je sais pas, entre le moment où on avait commencé, parce que le projet que j'ai eu, on a démarré avec des développeurs web sur un concours au moment où je faisais encore mes études. Et du coup, entre le moment où on a commencé à réfléchir à des idées pour ce concours et le moment où on a sorti le site web et l'appli, il s'est passé, j'ai peur de dire une connerie, je crois qu'il s'est passé au moins 2 ans. Et du coup, au bout de 2 ans, quand tu as passé autant de temps là-dessus, c'est dur de réussir à un moment regarder vraiment les choses en face et à te dire bah non, en fait, ça va pas fonctionner comme ça. Et du coup, le temps qu'il faut derrière, je vais passer les détails, mais en fait, derrière, je crois que j'ai jamais réussi vraiment à m'en relever. Il m'a fallu encore, je sais pas combien de temps pour vraiment accepter que ça, parce qu'après, on a quand même essayé de se retourner, de trouver d'autres solutions qui n'ont pas fonctionné. Mais je crois que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de prendre autant de temps au début, parce que je pense que j'aurais pu quand même trouver quelque chose qui allait fonctionner si j'avais eu plus d'énergie pour relancer les choses beaucoup plus vite dans le processus. Parce qu'en plus, on avait eu une subvention pour embaucher quelqu'un en contrat aidé et qui avait été là pendant 9 mois. Et en fait, je crois que c'est au milieu de son contrat aidé qu'on s'est dit que ça allait pas le faire, mais on n'avait plus assez de temps pour se retourner et réussir à sortir. Si, peut-être, mais
ouais, je crois que l'énergie était déjà. Tu penses que c'est quelque chose dont tu aurais pu te rendre compte plus tôt? On te l'avait déjà dit ça avant? Mais je sais plus, tu me l'avais dit avant toi ou pas? je je sais plus. Je sais plus. Je j'ai pas. Enfin, je pense qu'il y a des choses que peut-être qu'il fallait que je passe par là pour comprendre. Le principe d'un prototype est de dire, OK, ton idée finale, c'est un truc avec une application mobile vraiment pratique pour que les gens payent, mais en fait, t'as vraiment des moyens, même en prenant un pas de côté par rapport à ton projet, si tu te concentres sur la valeur ajoutée que tu veux vraiment, enfin, le bienfait que tu veux vraiment apporter, il y a certainement d'autres moyens, même s'ils sont pas aussi pratiques que ce que tu imagines, d'apporter cette valeur ajoutée et donc de tester si les gens sont prêts à payer et à s'engager sur cette valeur ajoutée et sur ton idée un peu qui est sur l'idée qui est au cœur de ton projet. Et donc, il y a des moyens de tester ton projet plus rapidement. Je pense que j'avais un peu compris l'intérêt, mais que j'avais pas compris à quel point est-ce que ça pouvait être appliqué au projet et le risque que je prenais à passer autant de temps à développer tout ça. Quoi. Je pense qu'il faut, enfin, en tout cas, ouais, je pense qu'il fallait que je passe par là et que je fasse la connerie pour comprendre vraiment la puissance de ces conseils-là. Bah, c'est souvent ça, hein, c'est souvent un processus d'apprentissage par répétition. Ouais. Donc voilà pour moi le premier gros apprentissage. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que je suis à Tuba et que je travaille avec ces outils-là parce que j'ai conscience de la puissance que ça représente et du, pas juste de l'argent, mais du temps que ça peut vous faire gagner. Parce qu'à un moment, même si vous l'argent, même si l'argent vous l'avez ou même si vous l'avez pas, il y a plein de moyens de se lancer et de faire des choses. Mais si vous avez perdu l'énergie parce que vous êtes un peu tombé amoureux de votre projet, qu'il vous a fallu trop de temps pour réussir à bien tester les choses et qu'une fois que c'est remis en question, ben, vous avez plus l'énergie parce que vous en avez trop mis sur la première phase, c'est vraiment Mais dommage. en fait, c'est un truc que tu décris qui est assez systématique. Et il y a peut-être des gens qui nous écoutent là qui se reconnaîtront là-dedans aussi. En tout cas, c'est quelque chose que moi je vois au quotidien avec les gens pour qui je travaille chez Semia. Tu viens de le dire en fait, c'est une histoire de tomber amoureux du projet. En fait, c'est pas le projet, c'est je tombe amoureux de la solution. Il y a quelqu'un de bien plus intelligent que moi qui a dit il faut pas tomber amoureux de votre solution, mais de votre problème. Euh, dans toutes les innovations que vous voyez, en fait, le sujet, c'est pas la solution que vous avez en face de vous, le logiciel, le site internet, l'objet connecté, quel qu'il soit, peu importe. C'est pas ça le point le plus important, c'est le problème qu'il résout. Et on en discutait la dernière fois que je t'ai eu au téléphone, Chloé, c'est l'entrepreneuriat de l'innovation, les startups, tout ça, c'est plein de concepts et de processus un peu contre-intuitifs mentalement, de façon cognitive, etc. Et ça en fait partie, c'est que le cerveau humain est fait pour se focaliser sur des solutions. On imagine toujours l'application du futur, le truc super qui va plaire à plein de monde. Mais en fait, ce truc-là, c'est partir du principe que les gens ont en tête le même schéma mental que vous, ont déjà fait les mêmes constats, etc., alors que vous n'en avez aucune garantie. Donc c'est une façon de se protéger, de croire ça. C'est purement cognitif. D'une autre manière, c'est complètement contre-intuitif de devoir se focaliser sur quelque chose de négatif, sur un problème. C'est très compliqué de dire je vais chercher une problématique et ensuite seulement je vais chercher la solution. Je veux d'abord la solution en général, je veux d'abord le produit, imaginer l'application et ensuite je me pose sur est-ce que ça intéresse vraiment les gens, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire, quoi. Et ça, je l'ai fait aussi, moi. Vu le timing, je te propose qu'on passe à un deuxième exemple, peut-être de ton côté. Bah, ouais, non, je disais, moi, j'ai fait le même constat. J'ai commencé par faire une solution complète, complexe. On y a passé des mois, on a tardé à la livrer et ça nous a ralenti. Et c'était très compliqué. Et je connaissais pas les concepts de Lean Startup à l'époque, même si la boîte a été montée après un Startup Weekend. J'en avais entendu parler, mais en fait, je m'y suis pas intéressé plus que ça. Et je pense que même à l'époque, je l'aurais certainement pas très bien interprété ou pas très bien mis en œuvre. Ce qui m'a permis, après un échec cuisant, d'apprendre et de me rendre compte que ça, c'était possible, ce processus-là, de d'abord s'inquiéter du problème d'une personne pour ensuite chercher à le résoudre. Et il y a peut-être une autre erreur que j'ai fait pendant cette période-là, c'est de manquer on était trois associés dans ma boîte, dans mon projet.
j'ai manqué probablement d'un peu de leadership pour pousser mes deux associés à rentrer dans le. Bah, on va vite sur le marché et quel que soit le produit, est-ce qu'il est fini ou pas, est-ce que il manque ci ou il manque ça, peu importe. Ce qu'on a à montrer, ça vaut la peine d'être montré. Donc on cherche pas le parfait, on cherche quelque chose qui est en cours de construction. On cherche quelque chose de fait, pas de terminé. Et en anglais, on dit done is better than perfect. On va chercher à pousser rapidement quelque chose vers l'utilisateur pour avoir son feedback, pour avoir son avis, et ensuite voir. Et ça, en fait, j'ai pas, intuitivement, moi, je l'aurais fait et j'ai pas assez insisté pour que ce soit fait. Parce que c'était pas moi qui étais au contact du marché. Et c'est mon dernier conseil, c'est que moi j'étais très isolé. J'ai dû vraiment, j'ai écrit là dans mes notes, j'ai dû réapprendre à voir le monde. J'étais vraiment enfermé dans ma cave. Enfin, le vrai stéréotype du start-upper, c'était presque ça. J'étais un peu enfermé et je voyais plus grand monde. Et ça a vraiment manqué. Ça a vraiment fait du mal au projet parce que je pense qu'on doit tous rester très ouverts vers les utilisateurs, vers vos contacts, vers n'importe qui en fait. Je sais pas si tu avais encore quelque chose à raconter. Je vais pas regarder le timing. Il reste 5 minutes. Oui, moi. Alors là, ça sort pas forcément directement du Startup Weekend. Et je sais pas si ça s'applique à autant de personnes que peut-être que les conseils qu'on a donnés là, mais je crois que j'en ai déjà un peu parlé avant, mais un de mes gros apprentissages, et notamment auquel je pense en ce moment, vu que je suis en train de remonter une boîte, c'est que après le Startup Weekend, j'ai été accompagnée par Innov Campus pendant 1 an. Et, et, euh, et comment dire, c'est un concept, enfin c'est un sujet qui est un peu discuté aussi dans le livre La semaine de 4 heures que tu m'avais conseillé de lire et que j'ai beaucoup aimé, qui est on a une tendance dans notre société et dans la manière de travailler avec les 35 heures et des choses comme ça, comment dire, à se rassurer sur le fait d'avoir bien fait notre travail si on a l'impression d'avoir coché beaucoup de choses dans notre to-do list, si on a l'impression d'avoir passé pas mal de temps à travailler dans notre semaine. Euh, alors qu'en fait, si on, notamment si on fait des erreurs comme celles dont on vient de parler, euh, en fait, je sais pas comment dire, il y a des choix ou il y a des actions qui vont nous faire gagner ou perdre beaucoup de temps et du coup se focaliser sur est-ce que ma journée a été productive, est-ce que j'ai fait assez de choses ou sur des choses, enfin voilà, moi j'ai pas mal de choses sur est-ce que je travaille assez, est-ce que je suis assez productive, est-ce que j'ai pas perdu de temps, des choses comme ça. Ben, du coup, là, dans l'expérience, moi, je passais beaucoup de temps à essayer de faire plein de choses pour faire avancer le projet et j'essayais, voilà, d'en faire un peu dans tous les sens, peut-être certainement pour me rassurer. Et je me rappelle, je me rappelle avoir passé du temps à Innov Campus avec Terence, pour ne pas le nommer, qui était, en tout cas, qui donnait l'impression d'être beaucoup moins actif que moi. Euh, et, hum, et j'en ai reparlé avec lui il y a pas longtemps en disant qu'il m'avait beaucoup inspiré parce que je me rappelle m'être dit quand j'étais avec lui, je sais pas, quelque part, enfin, par rapport à Terence, ça va quoi, ça me rassurait presque de me comparer à lui en disant bon bah peut-être qu'il y a des semaines où j'aurais pu en faire plus, mais en soi ça va. Et en fait, lui, il cherchait pas forcément à en faire plus, il cherchait juste enfin, il était au clair sur quel était l'essentiel à faire avancer dans son projet. Et en fait, il a juste enfin, je sais pas, bien suivi les étapes, et en faisant l'essentiel et sans se poser trop de questions sur comment j'occupe mon temps et est-ce que je l'occupe bien et est-ce que je suis productive, tout ça, il a juste fait avancer les choses dans l'ordre sans se poser trop de questions. Et son projet a décollé en fait. Et du coup, moi, l'apprentissage que j'en tire vraiment et pour mon poste aujourd'hui et pour la suite de mon aventure entrepreneuriale, c'est juste je pense en s'entourant aussi. Oui, Gwenaëlle, je pense que je sais pas si c'est le même mécanisme que toi, mais c'est effectivement l'éparpillement. C'est euh, c'est la capacité à se dire, OK, il y a plein de choses à faire,
Mais quel est l'essentiel? Certainement pour aller voir le client aussi en se disant, mais en fait, la priorité, c'est d'aller voir le client, d'aller faire valider le produit et et de juste avancer en faisant fonctionner le projet. Et du coup, de se recentrer là-dessus en se disant, OK, quel est l'essentiel et quelle est la prochaine étape qui va me rapprocher du fait d'aller voir le client et d'aller faire avancer le projet comme ça et de dire, bah, OK, il y a plein d'autres choses, mais en fait, si j'ai pas de temps, si j'ai pas l'énergie ou peu importe les raisons, je me concentre là-dessus et je me concentre sur l'essentiel et je fais avancer comme ça. Je sais pas si j'ai bien réussi à vous expliquer, mais c'est le gros apprentissage qui me sert beaucoup en ce moment. Si, c'est clair, je pense. De toute façon, Gwenal est d'accord avec toi, donc je pense que ça confirme que c'est très clair. Super. Il y a Hakim qui nous demande si le webinaire sera disponible en différé, donc je vous le reprécise à tous. Effectivement, on est en train d'enregistrer, donc vous pourrez le retrouver par la suite. Gwenaël qui nous dit également, c'est une expérience que j'ai partagée, je me suis focalisé sur ma valeur et sa formalisation dans une offre, j'ai oublié de penser aux problèmes que je veux résoudre. Donc c'est effectivement quelque chose d'assez fréquent. Capucine, si tu voulais. Alors déjà, on avait Sébastien qui voulait intervenir tout à l'heure. Je sais pas s'il est encore là. Ouais, si c'est le bon Sébastien, c'est avec moi, ouais, c'est ça. Ouais, vas-y. Moi, ce que je conseille de temps en temps aux clients quand ils peuvent. Moi, par exemple, je dirige une agence web Ouais. et j'ai toujours rêvé de participer à l'aventure Startup Weekend, mais ça tombe sur l'anniversaire de ma femme. J'ai jamais pu être là. Donc voilà, c'est comme ça. Mais parfois, faites des démos gratos. Allez voir des clients un peu sympas, un peu high level et tout. Proposez-leur des prestations pour vous faire un book. Parce que 9 fois sur 10, les clients, ils veulent voir vos références. Et dire que tu viens avec un projet, avec des idées, que tu es en capacité de les faire, mais il ne veut pas les voir. C'est tellement frustrant. Alors que tu vas bosser avec des. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, je suis allé bosser avec des artistes pour leur faire leur site internet, des mecs qui n'avaient pas de fric et tout. Donc, j'aurais pas fait gratos. Hein. J'ai fait du troc avec eux pour m'éclater un petit peu. Et quand je suis allé voir des clients pros et que je leur montrais la qualité du boulot que je pouvais faire, et ben ils étaient super contents. En plus, comme c'était des artistes de la région, bah, du coup, ils étaient connus aussi par tel ou tel entrepreneur qui avait bah, justement une toile à lui, etc., ou qu'il a déjà vu ailleurs. Je trouvais ça ultra intéressant. Et du coup, se faire un vrai book, moi, c'est ce que je demande à tous les mecs qui viennent en stage ou qui postulent chez moi pour bosser, hein, c'est montre-moi ton book, montre-moi de quoi tu es capable, montre-moi ce que tu sais faire. Donc même, n'hésitez pas à aller voir la sauce du coin ou votre cousin il fait du foot ou la sauce de je sais pas quoi. Les assos ont toujours besoin d'un site ou d'une prestation de service. Il y a des trucs qu'on peut montrer comme ça. Donc je pense que ça peut valoir le coup et que vraiment ça aide à se développer assez rapidement, quoi. Voilà. Bon, C'est un conseil hein, dans mon ouais. métier. Mais voilà, en tout cas. Ouais, je pense que tu as raison. Si, au passage, si tu veux participer à un Startup Weekend, il y a celui de Mulhouse qui tombe visiblement chaque fois en même temps que l'anniversaire de ta femme. Mais oui, Navré, mais si tu veux en faire un autre, il y en a d'autres ailleurs. Il y a celui de Strasbourg qui est en fin d'année en général. Ça demande de se déplacer, mais il n'est pas si loin que ça. Et il y en a d'autres un petit peu plus loin. Si jamais vous êtes curieux, renseignez-vous. Mais il y en a un peu partout en France. C'est l'occasion de voir un peu ce qui se passe ailleurs. ouais, Pour répondre, si je peux répondre, Chloé, si tu me permets. Ouais, je t'en prie. Moi, je viens du monde des agences. J'ai travaillé en agence au début de ma carrière aussi. C'est un univers que je connais assez bien. Je pense que tu as entièrement raison sur le fait que on voit trop de gens qui osent pas faire. Et j'ai eu la chance, moi, d'enseigner à des jeunes qui sont rentrés dans le monde de la com et du marketing il y a quelques années. Et c'est un conseil que je prodiguais assez systématiquement. C'est n'ayez pas peur de commencer, commencez par faire des choses. Et le conseil d'après, c'était ne sous-estimez pas la qualité de votre travail. Si au départ vous bossez gratuitement pour vous faire un book, comme tu le dis, parce que ça semble indispensable, il faut rapidement embrayer vers quelque chose qui a la valeur de ce que vous faites. Moi, je vois trop souvent des gens qui sous-estiment la qualité de leur travail. Donc ça, c'est pour la partie métier de la com. Pour la partie corrélation avec le monde de l'innovation et des startups, il y a quelque chose d'un petit peu différent quand même. C'est pas tout à fait le même paradigme, dans le sens où le premier entretien que vous allez faire, dans mon exemple de tout à l'heure avec votre boulanger, si c'est votre client de demain,
la première rencontre, c'est pas un acte de vente. Et ça, c'est un peu contre-intuitif aussi, c'est que la première rencontre que vous allez faire avec le boulanger, c'est plutôt ce qu'on appellerait un espèce de questionnaire qualitatif. Un autre conseil qu'on peut donner, c'est arrêtez-moi, s'il vous plaît, les Google Forms. Arrêtez-moi les enquêtes quantitatives où vous voulez un maximum de réponses avec des cases à cocher. C'est très bien, il en faut, faites-en, parce que en général, c'est assez vite fait. Mais ce qui porte vraiment de la valeur pour vous, ce qui portera vraiment de la valeur pour votre projet, c'est l'enquête qualitative. Une enquête qualitative, c'est quoi? C'est tout simple. Sur le papier, en tout cas, c'est tout simple, mais vous allez vite comprendre l'idée. Vous identifiez 2, 3, 4 questions ouvertes, pas des questions auxquelles on peut répondre ni par oui ni par non, des questions vraiment ouvertes, et vous allez les poser de façon très empathique à quelqu'un. C'est une question qui a vocation à vraiment se projeter à la place de la personne. Vous allez chercher à la faire parler un maximum. Vous allez surenchérir dans ce qu'elle va apporter comme retour, comme réponse. La règle, c'est le oui et plutôt que le oui mais. Alors, vous n'êtes pas dans un acte d'opposition à quelque chose parce que vous ne voulez rien vendre, mais vous voulez vraiment chercher à comprendre son état d'esprit, ce qu'elle veut faire. Donc, vous allez dire oui et oui et oui et oui et vraiment pour la rincer. Et normalement, en 20 à 30 minutes, vous avez obtenu un ensemble de réponses. Et si vous en faites 10, 15, 20, 30 des entretiens de ce type-là avec des gens qui correspondent à votre marché, à vos utilisateurs de demain, normalement, vous obtenez, au bout d'un certain temps, vous obtenez des trucs assez intéressants. Il y a ce que moi j'appelle la colonne vertébrale de la problématique qui commence à émerger et qui vous éclaire vraiment le chemin que vous devez prendre. Il vous dit, là, il y a un truc qui se passe, là, il y a des choses qui sont évidentes que j'avais peut-être pas vues, ou au contraire, ça me rassure, ça me conforte dans ce que j'avais imaginé dès le départ. Donc, je vais continuer là-dessus et je vais avancer. Et cet exercice des enquêtes qualitatives, il faut le réitérer de façon très fréquente, assez souvent pour s'assurer qu'on quitte pas le chemin et qu'on reste toujours sur la bonne ligne. Je sais pas si tu avais des choses à rajouter, Chloé, là-dessus. Peut-être que par rapport au conseil de Sébastien, le côté montrer son travail, je pense qu'une manière équivalente de le faire côté start-up, c'est le prototype. C'est Et exactement ça, oui. ouais, et de se dire en fait, alors oui, il y a un côté book, il y a un côté on peut voir ce que vous êtes capable de faire, et puis si vous venez nous parler de quelque chose, mais que c'est dans 3 mois que vous serez prêt, ben venez nous voir dans 3 mois. Si ça peut être important et que c'est effectivement quelque chose à faire, d'être en capacité de proposer quelque chose qui fonctionne assez rapidement et de montrer ce qu'on est capable de faire, il y a toujours le côté done is better than perfect qui est, c'est pas parce que vous voulez montrer quelque chose qu'il faut être là du site internet, être là, ou un peu ce que j'ai fait d'arriver avec le site internet, le back office qui fonctionne, l'application mobile. Et ça peut vraiment avoir beaucoup d'intérêt de se poser, de se dire, OK, mon projet final, c'est ça, mais je veux pouvoir montrer quelque chose qui fonctionne et je veux pouvoir tester rapidement mes partenaires, mes clients, tout ça. Et donc, quelle est la version fonctionnelle, mais très simple et très rapide à produire que je pourrais être capable de faire. Et c'est pas évident. Alors, autant pour des sites internet, c'est facile de se dire, je fais un site internet vitrine ou je fais un site internet un peu simple et pas aussi complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Autant dans mon cas, par exemple, c'était pas facile. Enfin, il y a pas, c'est pas toujours facile selon les projets d'arriver rapidement à se dire, OK, en fait, c'est ça le prototype que j'ai monté. Mais si vous êtes dans ce cas-là, vraiment prenez le temps de réfléchir à ça et puis n'hésitez pas à faire des startup week-ends et à venir nous interroger, nous poser des questions parce qu'on peut donner des coups de main. Parce que vraiment, être en capacité de montrer quelque chose et de le montrer rapidement, ça, ouais, c'est un vrai plus. Ok, on continue. Alors, je vois que Gwenaël a déjà commencé à répondre de façon pertinente à la question de Capucine que je voulais traiter tout à l'heure. Donc, elle disait qu'elle a 2 questions. Afin de mener à bien mon projet, je cherche à fonder une équipe. Comment trouver des personnes qui peuvent être intéressées? En parlant de mon projet, comment être sûr que cela ne donne pas des idées à mes interlocuteurs? Chloé, tu te lances ou je me lance? J'essaye rapide et je te laisse compléter si tu veux. Vas-y. La plus simple pour répondre, mais c'est ce que Gwenaël a déjà un peu dit, être sûr que, alors c'est possible que ça donne des idées à des interlocuteurs.
il y a pas de risque zéro. Mais la probabilité encore plus grande, c'est que quelqu'un ait déjà eu cette idée. Et, et l'important, c'est pas l'idée, mais c'est la réalisation. Il y a à partir de, enfin, on a l'habitude, moi j'aime bien cette idée de dire, si vous donnez une bonne idée à une mauvaise équipe, ça donnera rien. Si vous donnez une mauvaise idée à une bonne équipe, ça donnera quelque chose et quelque chose de bien. Et c'est justement en partant d'une idée, en réussissant à aller voir les clients, en testant, en mûrissant, en améliorant au fur et à mesure l'idée, qu'on arrive à avoir vraiment un projet qui marche. Et, euh, et, et l'enjeu est là en fait. L'enjeu est de réussir à sortir de la cave et à montrer les choses le plus rapidement possible pour avoir des retours et pour pouvoir améliorer le projet, plutôt que de se cacher et de dire j'ai peur que l'idée soit piquée et que quelqu'un fasse quelque chose et me pique l'idée. Le risque est beaucoup plus grave de ne pas se montrer et de prendre du retard et de perdre de l'énergie avec ça que de se montrer et de se faire piquer l'idée. Et je veux du coup répondre aussi à la deuxième. Alors moi, peut-être que David, tu sauras mieux répondre que moi, mais personnellement, je trouve que trouver des partenaires associés pour monter son projet, c'est pas quelque chose d'évident. Que l'association, enfin, qu'il faut peut-être pas se lancer trop vite là-dedans. Et qu'autant être accompagné par des structures qui peuvent nous aider et qui peuvent nous soutenir, c'est important. Autant moi personnellement, mais du coup, David, je te laisserai plus répondre là-dessus. Moi, personnellement, l'association, je je chercherai pas à tout prix parce que le nombre d'exemples que j'ai entendu d'associés qui se sont associés trop vite, qui finalement allaient pas ensemble, ou alors qui se sont associés combien tourné et qui finalement ont pas la même vision et du coup se séparent après dans le projet. Enfin, c'est le dernier conseil qu'on m'a donné là-dessus, c'est moi pour m'associer, enfin donc quelqu'un qui m'a dit pour m'associer avec quelqu'un, j'ai pris je sais plus si c'était 3 ou 6 mois pour travailler le projet et la vision qu'on avait du projet ensemble et pour être sûr qu'on était totalement alignés sur le projet pour vraiment s'associer et s'associer sur le papier ensemble. Et que du coup, c'est quelque chose dont on n'a peut-être pas forcément besoin au début du projet. Voilà, et que peut-être aller chercher de la prestation ou des associations de partenariat, mais pas forcément de l'association dans la boîte, ça peut être pertinent. Mais David, tu vas me dire ce que tu en penses. Non, mais non, je pense que ta réponse est déjà très complète et ça va être difficile de rajouter des éléments là-dessus. Je vais redire ce que tu as déjà dit, mais je pense qu'effectivement, le meilleur moyen de se protéger quand on lance une activité type startup, j'essaye de pas cloisonner ça, c'est quelque chose d'assez ouvert. Quand je dis type startup, c'est juste une entreprise où il y a une innovation au cœur et en fait vous voulez absolument protéger cette innovation, qu'elle soit technologique, de procédé, de marché, de modèle, peu importe, mais quelle que soit votre innovation, le meilleur moyen de protéger cette innovation-là, c'est de chercher à la faire avancer vite. Et pour la faire avancer vite, de facto, c'est ce que tu as dit, vous devez sortir de chez vous le plus possible. C'est ce qu'on vous a dit et répété avant. Il faut sortir, il faut aller voir les gens, il faut leur poser des questions, faire des enquêtes quali. Il faut faire des cycles itératifs courts d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il faut s'observer soi-même, voir comment le projet avance. Il y a des petites astuces là-dessus, mais on n'aura malheureusement pas le temps en 1 heure de vous donner autant de conseils que ce qu'on aimerait vous en donner parce qu'on a vraiment envie de voir des projets intéressants et ambitieux naître sur Mulhouse. Et si c'est grâce à Startup Weekend, c'est encore mieux. Donc ouais, je pense qu'il faut vraiment prendre cette habitude d'aller vite. C'est l'exécution qui prévaut sur la planification. Ça sert à rien de regarder un plan écrit sur le papier pendant 6 mois, que vous avez mis déjà 6 mois à écrire et un plan qui est écrit sur 2 ans. Si vous n'êtes pas là pour pour mettre ce plan-là en œuvre et que de toute façon vous voyez personne, ça n'avancera de toute façon pas. Donc allez rencontrer les gens et faites avancer le projet. Et oui, effectivement, partir du principe que quelqu'un va copier mon idée. Je dis toujours, il y a quelque chose d'un peu égotique là-dedans parce qu'en disant ça, vous partez du principe qu'il n'y a personne avant vous qui a déjà eu cette idée et que vous n'êtes pas vous-même déjà en train de copier l'idée de quelqu'un. En fait, qu'est-ce qui vous garantit que vous n'êtes pas déjà en train de copier l'idée de quelqu'un? La probabilité pour que vous soyez le seul ou la seule à avoir eu cette idée, je pense que vous avez plus de chances à être, je sais pas, frappé par la foudre ou même gagner au loto, j'en sais rien, mais donc vous êtes probablement pas le premier ou la première à avoir eu cette idée-là. Et après, c'est l'exécution, donc c'est la façon de mener le projet qui va le faire changer, le faire évoluer et créer la distance avec vos potentiels concurrents
mais on pourra jamais entièrement vous garantir qu'il n'y a pas déjà eu quelqu'un avant vous, qu'il n'y aura pas quelqu'un après vous. Ça, c'est impossible. Mais dans les faits, la copie, c'est-à-dire quelqu'un à qui je parle de mon projet et qui va se dire, ah tiens, ouais, je vais le copier, bah, ça n'arrive, enfin, moi, j'en ai vu beaucoup des projets et ça n'arrive jamais, quoi. Ça n'arrive vraiment, vraiment jamais. En tout cas, j'ai pas d'histoire de ce type-là en tête, là, à ce moment-là, mais peut-être que je me trompe, hein, ça peut peut-être déjà arrivé, mais ça doit être extrêmement rare. Sur la question des associés, je vais essayer de venir aussi un petit peu parce que c'est un sujet, je sais qu'il y a d'autres gens dans la salle là, qui m'ont déjà questionné sur ce sujet-là. Le sujet des associés, c'est un sujet très très long qui revient régulièrement dans les échanges avec les entrepreneurs et c'est un sujet interminable. Le fameux stéréotype qu'on donne toujours quand on parle de est-ce que je vais m'associer ou pas, on vous dit bah, un associé c'est comme se marier, en fait c'est tout à fait vrai. C'est pas qu'une blague. Enfin, moi, j'étais associé à 2 personnes pendant presque 6 ans. 90% ou même 95-99% de mon temps, je voyais mes associés et ma compagne, ma famille, ce qui restait du reste du temps. Donc, c'est-à-dire vraiment pas beaucoup. Donc, en fait, on s'associe vraiment avec des gens avec qui on partage des valeurs, avec qui on partage une vision, avec qui on partage des choses humainement, même sur le plan humain, c'est très important d'avoir des choses en commun. Il y a un conseil qu'on peut vous donner, en tout cas que moi je donne assez fréquemment, c'est ne vous associer qu'avec quelqu'un avec qui vous serez capable de partir en vacances. Si vous sentez vraiment apte à booker un hôtel, un Airbnb, un camping, déjà rien que de ce point de vue-là, choisir un logement quand on part en vacances, ça témoigne d'une vision. Et Cécile, je suis tout à fait d'accord. Le confinement est un bon test. Ouais. Si vous êtes confiné avec votre ex, désolé, je connais quelqu'un qui s'est arrivé. Hein, alors il y a effectivement, c'est un bon moyen de se dire ouais, est-ce que je suis capable de partir en vacances avec cette personne-là? Si c'est le cas, bah, peut-être que c'est un bon associé. Mais après, il y a encore le reste à dégrossir, quoi. C'est-à-dire qu'on construit une relation d'associé comme on construit une relation de couple. Je connais personne de sain mentalement et qui vient voir quelqu'un et qui dit bonjour, est-ce que tu veux te marier avec moi? Donc bah, n'allez pas voir quelqu'un et dites-lui le premier jour bonjour, est-ce que tu veux t'associer avec moi? C'est pas comme ça que ça marchera. Prenez le temps de faire des petits projets ensemble, des petites choses en lien peut-être avec votre futur projet commun, mais prenez le temps de faire des petites choses ensemble, des petits bouts de quelque chose, animer un petit événement, organiser ci ou développer un bout de site ou d'appli ou de je sais pas quoi ensemble. En fonction de vos compétences et de votre profil, ça vous permettra de bâtir ce socle commun et d'avoir l'assurance que quand vous allez commencer une vraie relation d'associé, ben, quand vous prendrez cette décision, ce sera assumé et vous partagerez le risque, les ennuis, tout ce qu'il y a de négatif derrière, vous le porterez ensemble par la suite aussi, quoi. Merci beaucoup pour vos réponses en tout cas. Bah, merci à toi pour la question. Merci. Chloé? Du coup, il y a Gwenaël qui demandait comment trouver des mentors alors. Et peut-être, je crois que je voulais peut-être ajouter quelque chose en disant qu'il faut aussi se poser la question de ce que tu recherches. Parce que j'ai échangé avec un autre entrepreneur il y a pas longtemps là-dessus et je lui disais mais en fait tu veux t'associer pourquoi est-ce que c'est parce que dans ton fonctionnement au quotidien tu as besoin d'être entouré et tu veux passer du temps avec quelqu'un ou est-ce que c'est parce que tu trouves qu'il te manque des compétences dans le projet et du coup tu cherches des compétences, enfin quelle est la raison? Et en fait l'association c'est qu'un moyen de répondre à ta problématique. Si le problème c'est que t'es pas assez entouré, que tu te sens seul dans ton quotidien, il y a la possibilité de faire du coworking, si c'est à la journée, il y a le 34 par exemple au Technopole sur Mulhouse qui existe, qui fait en plus des journées gratuites pour venir tester avec des petits déjeuners pour venir rencontrer aussi d'autres personnes. J'ai plus tous les événements en tête. Il y a le coworking du KM0, il y a des coworking qui sont en train de s'ouvrir du côté de Saint-Louis aussi. Sur de Je la sais longue durée, qu'il y en a sur Colmar aussi, donc c'est des espaces ouverts dans lesquels vous pouvez aller, n'hésitez pas, c'est intéressant ces espaces. En fait, c'était vraiment pour bosser en équipe et pour varier les compétences, faire quelque chose à plusieurs. Pas vraiment le terme associé, en fait, j'ai peut-être utilisé un mauvais terme, mais c'est plutôt monter une équipe pour un projet, quoi, sans finalement signer de contrat ou signer
ou même qu'il y ait quelque chose de financier derrière, quoi. C'est vraiment une équipe pour un projet Bah alors, de lancement, quoi. c'est la première étape de ce que je te décrivais avant. C'est commence par travailler avec des gens de façon un peu informelle, en dehors d'un cadre administratif, légal, etc., ou C'est ça, ouais. financier. Travaille avec eux en mode finalement plus bon copain qu'autre chose. Et si jamais il y a des gens qui adhèrent à ta façon de mener le projet, de t'y investir, d'avoir cette vision du projet, etc., bah, là, tu vas commencer peut-être à dire avec cette personne-là, je peux aller un peu plus loin. Associé, ouais. Et là, ça va peut-être donner la naissance d'un cadre financier, administratif, légal, etc. Mais je pense que tu es dans la première phase que je décrivais avant, qui est vraiment très décontractée, et c'est ce que Startup Weekend cherche à déclencher, c'est cette Ok, phase un ouais. peu décontractée de collaboration, quoi. Et je pense que Startup Weekend répond aussi potentiellement à la question de comment trouver des mentors. C'est que, enfin, autant pour s'entourer, avoir des conseils, il y a les structures qui permettent d'accompagner, mais il y a effectivement aussi les mentors ou les autres entrepreneurs avec qui on peut passer du temps et qui peuvent nous aider. Il y a, j'ai pas forcément en tête tout ce qui est disponible sur Mulhouse, mais je pense que c'est possible aussi de se construire soi-même son propre écosystème là-dessus et participer à Startup Weekend pour rencontrer autour de soi des personnes qui ont envie d'entreprendre ou qui ont entrepris et y aller des fois éventuellement si vous avez un entrepreneur qui vous inspire, quelqu'un qui vous apprend plein de choses par exemple, qui vous intègre dans des équipes d'organisation de certains événements ou des choses comme ça. C'est pas vrai. Donc, bref, vous pouvez rencontrer ce type de personnes ou vous pouvez y aller aussi. En tout cas, vous pouvez découvrir des entrepreneurs parce qu'au Startup Weekend, généralement, dans à peu près tous les Startup Weekends, ça c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit, mais un Startup Weekend, il y en a un généralement en novembre à Strasbourg, mais sinon, des Startup Weekend, il y en a tous les week-ends à peu près partout dans le monde. Alors, peut-être pas en ce moment. Il y a un Startup Weekend en ligne ce week-end. Ouais. Je crois déjà en France, mais il me semble que c'est même potentiellement international. International, ouais. C'est tout Techstars qui organise. Ouais, je crois qu'il y a l'organisation, enfin le week-end se passe déjà avec des coachs et des facilitateurs français, avec un système français, mais il y a aussi derrière un moyen de monter la sélection et de monter des marches sur un niveau international. Donc il y a ça ce week-end. Et après, sinon des startup week-ends, il y en a tous les week-ends à peu près partout dans le monde hors confinement. Et, du coup, pourquoi je disais ça? Oui, parce que Startup Weekend, généralement, dans à peu près tous les Startup Weekend, il y a une intervention d'un entrepreneur inspirant qui vient parler de son expérience. Et nous, en tout cas, à Mulhouse, on essaye de faire en sorte que. Alors, je crois qu'on peut dire que depuis quelques années, tous nos coachs sont des entrepreneurs, sont à leur compte ou ont monté leur boîte ou s'ils le sont pas en ce moment, ils l'ont fait à un moment, donc sont entrepreneurs. Et c'est aussi à peu près le cas de notre jury. Et donc, en participant à un Startup Weekend, vous avez déjà l'opportunité de rencontrer pas mal d'entrepreneurs, d'en trouver qui peuvent vous inspirer et d'y aller un peu au culot en leur demandant, là, je démarre, j'aimerais pouvoir m'appuyer sur quelqu'un pour prendre un peu du recul et avoir des conseils de temps en temps. Est-ce que vous seriez prêt à m'accorder un peu de temps Bah, je trouve la question de Gwenaël hyper intéressante parce que c'est une question qu'on pose rarement. Et en fait, je suis intimement persuadé que trouver un mentor, c'est au moins tout aussi compliqué que trouver un associé. Parce que enfin, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais le mentor, faut déjà comprendre qui c'est. Le mentor, c'est qui? C'est pas quelqu'un avec qui tu vas enfin, c'est ma vision du mentor, hein. Peut-être que je me trompe, je sais rien. Mais c'est ma vision du mentor. Naturellement, l'image que je me fais du mentor, c'est quelqu'un avec qui tu te sens déjà en attente de quelque chose. T'attends du mentor, tu lui attends des conseils, tu l'attends qu'il te donne du temps, de son expérience, peut-être d'autres choses, on sait rien, de son argent, s'il en a beaucoup. Mais le mentor, ouais, Amine, je pense que c'est ça, c'est que le mentor et l'associé, ça se cherche difficilement. Et le mentor, c'est quelqu'un avec qui, en fait, finalement, c'est un peu dur à dire comme ça, mais c'est quelqu'un avec qui tu vas te sentir en infériorité. Enfin, c'est quelqu'un à qui tu reconnais une grandeur et forcément, tu te sens un peu inférieur à lui. Et c'est pour ça que quand tu me décris comme ça, moi, ça me dérange un peu parce que j'ai l'impression qu'on est quand même égaux.
Enfin, Je te rappelle notre dernière discussion, quoi. Non, mais ça va aller, tout va bien. Pour les private jokes. Mais et donc ce concept de alors moi j'ai des mentors en fait. Je pense qu'on a tous des mentors. On a des mentors physiques, virtuels. Ça peut être des gens que vous voyez à la télé, ça peut être des gens que vous écoutez en podcast sur internet, ça peut être des gens que vous lisez dans la presse, ça peut être des politiciens, des sportifs, des chanteurs, des entrepreneurs, peu importe. Mais vous avez tous forcément des mentors. Votre voisin, j'en sais rien, il est peut-être très inspirant. Et on en a tous plusieurs à plusieurs moments et ces mentors sont amenés à changer. Il faut juste savoir si justement à un moment donné, les gens que j'ai déjà aujourd'hui avec qui je me reconnais déjà cette relation-là, en quoi est-ce que finalement ils pourront pas déjà me servir moi, ma personne, mon projet, alors que peut-être que j'y ai pas pensé, mais peut-être qu'en allant voir cette personne-là, c'est peut-être un ancien prof, j'en sais rien, mais pensez déjà aux gens que vous avez forcément aujourd'hui, à qui vous reconnaissez cette valeur-là et allez les voir tout de suite avant d'attendre que le bon mentor tombe dans votre assiette tout cuit et que il soit déjà là. Si demain vous devez avoir un mentor entrepreneur en lien avec votre activité, il arrivera parce que vous vous lancez et que vous commencez à faire des choses dans ce domaine-là. Et il arrivera pas avant, il arrivera après. Et il sera là pour vous solidifier dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez, mais il arrivera difficilement avant, quoi. Je pense que quelqu'un qui voudrait devenir votre mentor de façon un peu hasardeuse comme ça, à mon avis, c'est très très rare, ou alors ça peut même être dangereux parce que c'est peut-être quelqu'un qui voudra peut-être avoir la main sur votre projet ou sur vous, ou j'en sais rien, mais soyez attentifs à ça aussi, c'est que tous les mentors sont pas toujours positifs. Et il faut savoir regarder un mentor avec un œil parfois un peu critique. Capucine qui nous dit, je me permets encore une question et ne te permets pas, pose-la la question. Tu disais pas de Google Forms, mais par quels outils sonder les futurs utilisateurs en ce moment? Ah, c'est sûr qu'en ce moment c'est compliqué. Avec le confinement, c'est complexe, mais la visio, ça marche très bien. C'est sûr que avant la visio, il y a un temps d'échange email, je sais pas, Facebook, peu importe, qui est pas forcément évident à provoquer, mais ça fera appel à votre créativité et c'est toujours une bonne chose. Encore une nouvelle sortie de zone de confort. Ouais, faut peut-être aller, je sais pas, monter un groupe Facebook en lien avec le thème que vous abordez, avec le marché que vous abordez, monter un groupe Facebook, aller chercher les gens, ouvrez le groupe Facebook, poussez-les à inscrire des gens dessus et de temps en temps publier des messages, essayer d'en intercepter certains vers un entretien en visio ou par téléphone. Faites pareil peut-être sur Twitter, sur LinkedIn, en fonction de là où se trouvent vos utilisateurs. Mais en fait, l'échange formel oral est toujours beaucoup plus honnête que l'échange par écrit dans un Google Form. L'échange par écrit dans un Google Form, pour avoir l'expertise et le savoir écrire les questions, savoir de quelle manière on propose les réponses et savoir analyser le résultat, c'est un métier qui demande d'avoir des données et d'avoir des expertises et des compétences que vous n'avez pas forcément aujourd'hui, sauf si vous êtes, et c'est possible, hein, peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui sont des grands experts du marketing et qui sauront tourner ça. Moi, c'est pas mon cas, je suis très honnête là-dessus, je sais pas faire ça. Je délègue ça à des gens qui savent faire. Donc le Google Form, ça peut être un outil uniquement si vous avez tout ça. Et après, en plus, en dehors de Google Form, il y a plein d'outils vachement mieux que Google Form pour gérer certains questionnaires. Vous prenez un Typeform, par exemple. Ça va vous donner une expérience de saisie de réponse qui est un peu plus sympathique que le Google Form, qui est très, très austère, je trouve. Mais c'est que mon avis. Et moi, je voulais ajouter si tu réussis à. Alors, pardon, pour du quantitatif, c'est quand même le plus efficace. Du coup, le qualitatif peut se suffire à lui-même. Ben, je crois que c'est le. Moi, je crois que oui. Surtout que c'est un peu ce que disait David, réussir à avoir un quantitatif vraiment pertinent et qui a une vraie valeur. Enfin, je sais pas comment dire. J'avais été accompagnée à un moment par l'incubateur de mon école de commerce et je me rappelle avoir eu un échange avec un coach qui disait on a payé
un des grands cabinets de conseil français pour avoir une étude sur une des startups qu'on accompagne, qui nous ont conseillé d'aller sur tel marché. Je sais plus si c'était l'armée ou le jeu vidéo ou quelque chose comme ça. Et donc, ils y sont allés, ils ont essayé de trouver des clients. Enfin, je sais plus, alors me demandez pas quel projet c'était, je sais même plus si j'avais posé la question. Et en fait, quand ils y sont allés et qu'ils sont allés sur le terrain pour essayer de trouver des clients, bah, finalement, c'est totalement un autre domaine qui a marché et où ils ont finalement trouvé des clients pour leur solution. Ce qui revient encore à la question de est-ce que vous êtes sur la solution ou sur la problématique. Et du coup, déjà, dans des grands organismes comme ça, ils se plantent sur la capacité de bien analyser des marchés et de réussir à trouver qu'est-ce qui va fonctionner à quel endroit. Il y a tellement de choses qui dépendent de ça que réussir à avoir vraiment une étude qualitative qui a une valeur prédictive de ce que vous devez faire et de si votre projet, de comment faire le projet et de qu'est-ce qui va marcher, je trouve que c'est tellement compliqué. Enfin, c'est juste presque, à mon avis, infaisable. Mais alors, le qualitatif, de passer du temps avec les personnes, d'y aller avec des questions ouvertes, et d'y aller aussi pas sur qu'est-ce que vous aimeriez ou qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire ou des choses comme ça, mais d'y aller sur aujourd'hui, quels sont les problèmes que vous rencontrez et comment est-ce que vous y palliez aujourd'hui? Est-ce que vous payez des solutions qui sont pas parfaites mais qui vous vont? Est-ce que vous bricolez? Comment est-ce que vous en sortez aujourd'hui? Et du coup, vraiment, quels sont les usages que vous avez aujourd'hui? Ça, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur et ça peut effectivement se suffire à lui-même. Ouais, on a on a des participants de super qualité. Je trouve que les remarques sont hyper pertinentes. C'est hyper intéressant de vous lire. Enfin, j'aime bien vos remarques. Effectivement, Amine, je suis d'accord avec toi. La question de l'objectif de l'enquête est hyper importante. Te convaincre ou convaincre les autres. Je constate trop souvent que l'enquête quantitative sous forme de formulaires en ligne, c'est souvent un moyen de s'enfermer dans une zone de confort, parce qu'en fait, la façon de rédiger le choix de la question déjà, la façon de la rédiger, la façon de proposer la réponse, enfin, il y a un nombre de filtres, mais incalculable. Et en fait, et les développeurs le savent bien, c'est que le développeur est incapable d'aller au bug. Quand il développe un logiciel, il est incapable d'aller au bug parce qu'en fait, son cerveau va slalomer entre les bugs naturellement. C'est pour ça qu'on a créé les systèmes de tests de qualité dans le logiciel pour s'assurer que le développeur est pas en train de slalomer entre les bugs tout le temps et qu'en fait, finalement, il y a plein de bugs et il s'en est pas rendu compte. Donc, s'il y a des techniciens dans la salle, ils le savent aussi. Et en fait, le formulaire, c'est exactement la même chose. Vous allez slalomer entre les problèmes en posant la question. Et vous allez avoir beaucoup de mal à poser la bonne question. Vous allez du coup avoir beaucoup de mal à avoir la bonne réponse. Et souvent, l'enquête est là pour vous protéger mentalement dans un cercle dans lequel vous êtes à l'aise et n'est pas du tout là pour vous montrer ce que vous avez raté ou ce que vous n'avez pas compris. Donc, dans un premier temps, le qualitatif prévaut sur le quantitatif. Je dis absolument pas qu'il faut pas du tout faire de quantitatif, mais c'est beaucoup plus tard que le quantitatif devient véritablement intéressant, dans des processus beaucoup plus précis et beaucoup mieux définis. En démarrage d'un projet, c'est pas du tout le cas. Vous avez rien de défini, vous connaissez rien, vous savez rien, vous n'avez rien en votre possession. Vous devez accepter ça. C'est Socrate qui disait je sais que je ne sais rien. Adoptez une posture socratique. Vous devez vous dire c'est indispensable que quand je sors d'un entretien, je constate que j'ai appris des choses. Vous avez forcément appris quelque chose. Si vous en rendez pas compte, observez un peu les notes que vous avez prises, repassez-vous si vous l'avez enregistré en audio, repassez-vous-le, et vous allez forcément apprendre des choses. Il y avait autre chose que je voulais dire, mais je me suis perdu dans mes remarques. Oui, Gwenal, tu dis en tant que UX designer, tu as l'habitude de jamais avoir l'un sans l'autre parce que tu es dans un processus que tu maîtrises. Parce que tu es dans des outils où en fait tu évolues dans un paradigme, dans une chaîne de valeur où en fait tu es à l'aise, tu maîtrises les concepts et tu sais où tu veux emmener ton truc. Mais quand tu es dans une phase d'étude de produit où l'objet ou le sujet ou tout ça n'est pas du tout défini, tu es obligé de passer par un ensemble d'études d'entretien qualitatif avant d'en arriver à là. Donc je me répète, mais faut pas rapporter un contexte très précis dans un métier très précis à quelque chose qui n'est
pas du tout valable dans ce contexte de création d'une innovation où en fait tout va à l'envers en fait. Il y a rien qui va à l'endroit quoi. Voilà. Est-ce qu'on arrive au bout? Est-ce qu'il y a encore des questions peut-être? Je n'ai pas lu les derniers trucs. Il y a un article très intéressant de la Harvard Business Review sur le risque de la segmentation. Gwenaël, si tu veux partager dans le chat, vas-y, si tu retrouves le lien, n'hésite pas à partager ou même à nous l'envoyer par la suite. On le mettra avec la vidéo. Un questionnaire ne sera jamais une preuve de concept. Le fameux biais de confirmation, ouais, tout à fait. Tout dépend aussi de la cible B2B, B2C. Les enquêtes sont pas les mêmes. Effectivement, si vous êtes sur un marché B2B, l'enquête ne fonctionnera pas de la même manière que sur le B2C. Le B2B est contraint à un contexte, une personne travaille dans une équipe, dans cette équipe elle a un poste précis, cette équipe a un métier, un ensemble de métiers, un rôle qui correspond à une organisation complète. Donc en fait le B2B va poser beaucoup plus de questions dans la façon de trouver la bonne personne, le bon interlocuteur. Le B2C va beaucoup plus demander d'être sûr d'avoir la bonne réponse. Donc en fait, en B2B, on va mener beaucoup plus l'enquête à trouver le bon interlocuteur, c'est-à-dire on va faire peu d'entretiens, on va en faire 10 par exemple, 10 ou 12, mais on va les faire bien, parce qu'on est sûr d'avoir trouvé la personne dont on a besoin pour avoir les réponses nécessaires. Et dans le B2C, on peut difficilement avoir ça, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plus d'entretiens. Au lieu d'en faire 10, on va en faire 30. Mais toujours sur le même mode, 3-4 questions ouvertes. Les questions peuvent évoluer avec le temps, c'est pas très grave, on peut tester une question formulée d'une manière ou d'une autre, ça change pas énormément. Le plus important, c'est votre façon de prendre les notes et de mettre en avant les réponses que vous obtenez. Mais oui, effectivement, Arnaud, ouais, je vois que tu as bien retenu la remarque qu'on avait déjà eue ensemble il y a déjà quelques temps. Et alors, ce qui rend le truc compliqué, faut aussi l'avoir en tête, c'est quand vous êtes sur un marché, vous êtes à l'interface entre les deux. De toute façon, les projets type marketplace, c'est-à-dire quand vous êtes à l'interface entre différents publics, c'est de toute façon compliqué. Mais quand vous êtes à l'interface entre un public B2B et de l'autre côté un public B2C, alors là, c'est très, très, très compliqué parce que les deux modèles ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Un marché B2B, on le traite pas du tout de la même manière que du B2C. Donc là, effectivement, si vous êtes seul, soit vous êtes schizophrène et ça va très bien se passer pour vous. Ou alors, ouais, il faut vraiment se faire une discipline de fer, à savoir comment traiter différemment les entreprises des particuliers. Et ouais, on parle pas du B2B2C, Arnaud, non, c'est pas la peine, ce sera encore trop compliqué, c'est interminable, mais c'est des sujets passionnants en tout cas. Donc si jamais vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas à nous en faire part. Je me lance, je prends le risque, mais si vous voulez qu'on refasse un webinaire d'ici quelques temps avec Chloé, moi je suis repartant, je trouve que l'exercice est super top. Moi, ça me va aussi. Voilà. Moi, je voulais juste dire, Gwenaël, si tu... je crois que tu as dit que c'était dans la revue papier. Si tu veux scanner avec ton téléphone, éventuellement me l'envoyer pour que quand j'enverrai à ceux qui se sont inscrits le lien pour l'enregistrement. Je sais pas, David, je sais pas encore comment on va mettre ça en ligne, mais dans les jours qui viendront, on vous enverra ça et on mettra ça en ligne. Gwenaël, si tu veux me l'envoyer pour que je puisse diffuser à tout le monde, on peut faire ça. Normalement, tu as dû recevoir un mail, mon mail pro avec le lien, donc tu devrais pouvoir me répondre. Est-ce que, alors on est allé assez vite sur la description du week-end et je sais qu'il y avait des personnes qui voulaient en savoir plus sur le déroulé du week-end. Est-ce qu'on a répondu aux questions ou est-ce que certains d'entre vous, que ce soit ça ou sur d'autres parties, est-ce qu'il y a des questions que vous aviez en arrivant auxquelles on n'a pas répondu et que vous voudriez encore poser? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Prenez vos claviers. À vos claviers. Vous pouvez décrocher le micro aussi si vous voulez. Hein, si vous avez une question, on a encore le temps pour une ou deux questions, pas plus. Non, c'est good. Ça m'a l'air good, hein, écoute. Ok. Donc je le redis, si vous voulez qu'on refasse un webinaire
de ce type-là, n'hésitez pas à nous en faire part. Je vais aussi profiter de l'occasion pour donner une info. Dès qu'on sera sorti de confinement, j'espère le plus vite possible, je vais lancer une série de conférences sur Mulhouse, je pense sur un format un peu de ce type-là aussi. Donc si ça vous intéresse de participer à ces confs, ces meet-up, n'hésitez pas à nous en faire part aussi, dropper un petit email à Chloé ou quoi que ce soit. Je peux vous ajouter à la mailing list pour que vous receviez les invites. Je suis en train de faire le tour des gens qui sont intéressés par ce type de sujet-là, donc n'hésitez pas à le signaler, on vous ajoutera à nos listes. Ouais, je vous enverrai l'email de David aussi dans le mail avec l'article de Gwenaël et le lien pour la rediffusion. Moi, je voulais préciser quelque chose. Maintenant, j'ai oublié. Bon, je crois que c'était ça. J'ai un doute, mais sachez quand même que même si le Startup Weekend est annulé parce que ça risque de faire trop de participants pour la période dans laquelle on se trouvera, on réfléchit quand même avec l'équipe pour vous proposer, pour proposer quelque chose dans un autre format, peut-être un peu de présentiel, mais en tout cas avec moins de personnes au même moment, au même endroit. En tout cas, c'est pas parce qu'on annule le Startup Weekend qu'on fera rien en juin, donc restez connectés et à la limite, oui, si vous, comme avec David, si vous pouvez répondre en disant si vous souhaitez être informé des suites des Startup Weekend ou des autres rencontres, on vous tiendra informé par mail de ce qu'on organisera. Bon, merci. Je pense qu'on peut s'arrêter là, on peut aller manger, c'est l'heure de l'apéro passé, donc c'est l'heure de se souhaiter une bonne soirée. Merci à tous pour votre présence et les questions de qualité. Ouais, clairement, des super remarques. En plus, on a passé le chiffre, on avait plus de participants que d'inscrits, donc c'est quand même assez ouf. On n'était pas énorme de monde pour l'instant, mais ce n'est que le début. Donc merci à tous les participants et puis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao!